Le true crime est, et sera toujours, un sujet troublant à étudier et à discuter. Il traite des aspects les plus sombres et les plus dépravés de l'humanité, et même si c'est souvent ce qui nous attire, cet intérêt pour comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme elles le font et pourquoi les choses se passent d'une certaine manière, cela peut aussi nous donner des nuits blanches et des sentiments d'anxiété, comme la vidéo d'aujourd'hui pourrait le montrer. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 images troublantes liées à des affaires non résolues. Lisa Guerreri et Brandon Rumbaugh. Lisa Guerreri, 19 ans, et Brandon Rumbaugh, 20 ans, étaient, selon tous les témoignages, un jeune couple ordinaire profondément amoureux. Pour célébrer leur premier anniversaire, le couple avait prévu de réserver un voyage à Disneyland, mais leurs plans sont tombés à l'eau. Ils ont donc décidé à la place de camper sur Bumblebee Road pour la nuit, à environ 1 heure de chez eux à Scottsdale, en Arizona. Le couple n'a pu passer qu'une seule nuit loin de chez eux car Brandon, qui travaillait comme coach sportif, devait travailler tôt le lendemain matin. Le soir du 17 octobre 2003, le couple est parti. La mère de Lisa, Paula Guerreri, se souvient avoir appelé sa fille alors qu'elle était en route vers Bumblebee Road. Je lui ai demandé si elle était déjà arrivée. Elle m'a répondu qu'il n'était pas encore arrivé et qu'il leur restait beaucoup de route à faire. J'ai dit « D'accord, fais juste attention ». C'est la dernière conversation que j'ai eue. Bumblebee Road se trouve près de l'Interstate 17 et les enquêteurs ont noté que c'était une partie isolée du désert, aujourd'hui plus populaire pour faire la fête qu'elle ne l'était en 2003. Le lendemain matin, les 2 familles se sont inquiétées lorsque le jeune couple n'est pas rentré à la maison comme prévu. Paula se souvient du jour où elle a disparu. Je sentais que quelque chose clochait. Appelez ça l'instinct maternel. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je sentais que quelque chose clochait. Elle a contacté l'entourage de sa fille, demandant si quelqu'un l'avait vue ou avait eu de ses nouvelles, sans succès. Paula a alors contacté les forces de l'ordre, mais ce ne sont pas les enquêteurs qui ont découvert le duo. Ce sont les amis de Brandon qui les ont découverts. Lorsqu'il ne s'est pas présenté au travail, ses amis ont parcouru, les I-17, cherchant la zone que Brandon avait décrite pour camper. Finalement, ils se sont retrouvés sur Bumblebee Road où ils ont découvert le camion de la mère de Lisa qu'elle avait emprunté pour le voyage. En faisant le tour du véhicule, ils ont vu les corps de Brandon et Lisa toujours dans leur sac de couchage. Les autorités pensent que le couple avait été attaqué alors qu'ils dormaient ou qu'ils se préparaient à aller dormir. Le commandant Tom Boltz du bureau du shérif du comté local a déclaré à American Broadcasting Company News qu'il y a des preuves que Lisa s'est probablement réveillée à un moment donné pendant l'attaque, mais nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude pour le moment. Suite aux autopsies, il a été déterminé que Lisa et Brandon étaient tous 2 morts, de multiples blessures par balle, les projectiles provenant d'un pistolet de calibre 25. Les enquêteurs ont brièvement soupçonné un meurtre suivi d'un suicide, mais ont changé d'avis lorsqu'ils se sont rendus compte que l'arme n'était pas sur les lieux. À ce stade, il a été considéré comme un double homicide. La mère de Lisa remarquera plus tard que certains objets manquaient dans le camion, les clés de Lisa et un caméscope qu'elles avaient emprunté à Paula. Cependant, l'indice le plus notable dans cette affaire est venu sous la forme d'un appareil photojetable découvert sur les lieux. Le drapeau avait été cassé en 2, laissant suspecter les autorités que les dégâts visaient à le rendre inutilisable. Les enquêteurs ont appris que le couple l'avait acheté juste avant de commencer leur voyage sur Bumblebee Road dans une épicerie de leur ville natale. L'une des photos tirées de l'appareil montrait Lisa traînant à l'arrière du camion, l'air heureuse et détendue. Une autre image montrait Brandon faisant de même. Son visage est plus inexpressif que celui de Lisa, mais rien n'indique qu'il se passe quelque chose d'anormal. La mère de Lisa ne croit pas que l'expression de sa fille soit authentique. Elle a déclaré « ce n'était pas son sourire, c'était comme si elle avait peur et qu'elle souriait ». La photo la plus étrange de la pellicule était une image surexposée, difficile à distinguer, à part une lampe de plafond suspendue et peut-être une plante tombante. Certains enquêteurs en ligne voient une fenêtre au-delà de cela, tandis que d'autres pensent de distinguer une épaule.
Les enquêteurs soupçonnent que la photographie a été prise à l'intérieur d'un commerce local qui était un restaurant en 2003, bien que d'autres rapports indiquent que les enquêteurs n'ont pas déterminé de façon concluante où la photo a été prise. Ils ont noté qu'il s'agit de la dernière image prise avant que les deux ne soient tués. Il y a eu peu de mises à jour depuis. À un moment donné, les autorités ont supposé que les meurtres étaient liés à ceux de Lindsay Kutchow et Jason Allen, un autre double meurtre dans lequel un couple avait été retrouvé mort dans leur sac de couchage. Cependant, un homme nommé Sean Michael Gallen a ensuite plaidé coupable pour ces derniers meurtres et on ne pense pas qu'il soit impliqué dans la mort de Lisa et Brandon. Malgré le manque de pistes, les enquêteurs restent optimistes quant à la résolution de l'affaire. Ils ont noté que des centaines de personnes se trouvaient près de la zone au moment de l'attaque et ils ont enquêté sur beaucoup d'entre elles dans les semaines qui ont suivi le crime. Le commandant Tom Boltz a déclaré à American Broadcasting Company News « Il y a toujours des personnes d'intérêt. Nous avons interrogé et investigué de nombreuses personnes. Nous ne pouvons pas dire qu'aucune d'entre elles n'est plus une personne d'intérêt. Plusieurs personnes sont encore dans notre viseur. Ils espèrent que les avancées en médecine légale les aideront à obtenir justice ou que le temps qui passe poussera quelqu'un qui sait quelque chose à se manifester. Si vous avez des informations concernant les meurtres de Lisa Guerreri et Brandon Rumbaugh, vous pouvez laisser un témoignage de façon anonyme au numéro 1-800-932-3-1232 ou soumettre un témoignage en utilisant le lien affiché à l'écran. Une récompense de 10 000 $ est offerte pour toute information menant à une arrestation dans cette affaire. Brianna Maitland, une jeune fille de 17 ans, a été vue pour la dernière fois le vendredi 19 mars 2004. Ce matin-là, elle a passé l'examen pour son équivalent du baccalauréat. La vie de l'adolescente avait été quelque peu mouvementée au cours des 6 derniers mois après qu'elle eut décidé de quitter la maison de ses parents à East Franklin dans le Vermont afin de se rapprocher de ses amis et de gagner en indépendance. Cependant, dans les mois suivant son départ du domicile, elle a eu du mal à trouver un logement stable, séjournant souvent chez des amis pendant quelques semaines avant de repartir. En conséquence, elle a fini par abandonner l'école. Cependant, à la fin du mois de février 2004, elle a emménagé chez son amie Gillian Stout à Sheldon dans le Vermont et maintenant que sa vie était plus stable, elle a décidé de s'inscrire à un programme General Educational Development afin de pouvoir terminer ses études. Après l'examen, Brianna a rejoint sa mère Kelly pour un déjeuner festif. D'après Kelly, tout s'est bien passé. Brianna, ravie, a évoqué ses projets d'études durant le repas. Après avoir terminé leur repas, elles ont fait du shopping et quelques courses, mais alors qu'elle faisait à dos la queue pour payer dans un magasin, Kelly se souvient que quelque chose à l'extérieur semblait attirer l'attention de sa fille, quelque chose qui la rendait visiblement bouleversée et agitée. Brianna a dit à sa mère qu'elle revenait tout de suite et a quitté le magasin. Peu après, Brianna et Kelly se sont revues, mais Brianna a dû partir se préparer pour le travail. À l'époque, elle travaillait au Black Lantern Inn, un restaurant situé dans la ville de Montgomery. Comme Kelly ne voulait pas forcer sa fille à parler, elle a choisi de ne pas demander à Brianna ce qu'elle avait vu et l'a plutôt déposée chez elle entre 15h30 et 16h. Ce serait la dernière fois que Kelly verrait sa fille. Malheureusement, plusieurs jours passeraient avant que Brianna ne soit signalée disparue. Sa colocataire, Gillian, était absente tout le week-end et n'est rentrée chez elle que le lundi 22 lorsqu'elle a constaté que Brianna n'était pas là. Cependant, elle a supposé que Brianna passait simplement la nuit chez quelqu'un d'autre et n'a pas été immédiatement alarmée. Ce n'est que lorsqu'elle n'a eu aucune nouvelle, le 23, qu'elle a contacté Kelly pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait Brianna. En apprenant que sa fille n'était pas rentrée, Kelly a commencé à appeler les amis et les proches de Brianna pour obtenir des réponses, mais personne n'avait vu ni parlé à la jeune fille de 17 ans, et elle a donc contacté les forces de l'ordre. Le lendemain, les parents de Brianna ont reçu une photo d'une Oldsmobile 88 de 1985. C'était la voiture de Brianna. À leur insu, le véhicule avait été retrouvé abandonné à ce que l'on appelle localement la vieille maison Dutchburn, un bâtiment abandonné sur la route 118 à Richford, à seulement 1 mile du Black Lantern Inn, dans l'après-midi du samedi 20 mars, le lendemain du jour où Kelly a vu Brianna pour la dernière fois. Elle avait été reculée contre le bâtiment, une planche de contreplaqué posée sur le coffre, retirée d'une fenêtre. Un officier de la police d'État du Vermont avait trouvé la voiture, supposé qu'elle avait été abandonnée par un conducteur ivre et l'avait fait remorquer. À l'intérieur se trouvaient quelques chèques de paye de Brianna, tandis qu'à l'extérieur il y avait de la monnaie, une cigarette non fumée et une bouteille d'eau.
Les enquêteurs ont découvert que plusieurs personnes étaient passées devant la voiture la nuit où Brianna a disparu. Un homme l'a vue entre 11h30 du soir et minuit 30 et pensait que les phares de la voiture étaient peut-être allumés et que les portières étaient ouvertes, bien qu'il n'ait vu personne à l'intérieur ou autour. De même, un deuxième homme qui l'a vu entre minuit et minuit 30 a remarqué qu'un clignotant était allumé sur la voiture, tandis qu'autour de 4h du matin, un ancien petit ami de Brianna est passé devant en rentrant chez lui après une soirée au Canada. Il croyait avoir reconnu la voiture de Brianna, mais n'a pas vérifié. Il a précisé qu'il n'a vu personne dans ou autour du véhicule. Le lendemain, de nombreux automobilistes se sont arrêtés pour photographier cette scène étrange. L'une de ces personnes a signalé avoir trouvé une bouteille d'eau, de la petite monnaie et un bracelet ou un collier par terre près de la voiture. Malgré les indices étranges et le fait que Brianna n'avait pas donné de nouvelles depuis 5 jours, les enquêteurs ont d'abord pensé que Brianna avait fugué. Ils ont fouillé la zone autour de son véhicule abandonné et ont mené l'enquête avec des chiens pisteurs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'adolescente disparue. Quelque temps plus tard, les forces de l'ordre ont déclaré qu'un acte criminel pouvait être impliqué dans la disparition de Brianna, tandis que le FBI a observé que sa voiture avait probablement été laissée là où elle se trouvait afin de faire croire qu'elle avait été impliquée dans un accident. Les autorités ont établi que Brianna s'était bien rendue à son service au Black Lantern Inn le jour où elle a été vue pour la dernière fois. Elle a quitté le restaurant vers 11h20 le soir du 19 mars, disant à ses collègues qu'elle comptait rentrer directement chez elle parce qu'elle avait un service à son deuxième emploi le lendemain. Cependant, elle n'est jamais arrivée à ce deuxième emploi. Ils ont également découvert au cours de leur enquête qu'elle avait eu une altercation physique avec une ancienne amie 3 semaines avant la disparition. L'ancienne amie, Kelly Lacrosse, aurait frappé à plusieurs reprises Brianna au visage lors d'une fête. Malgré son entraînement en arts martiaux, Brianna a refusé de réagir. Elle a porté plainte contre Lacrosse, mais les charges ont été abandonnées après la disparition de Brianna. Une semaine après la disparition, la police d'État du Vermont a reçu un tuyau anonyme affirmant qu'elle avait été enlevée et été retenue contre sa volonté dans une maison à Berkshire, à environ 10 miles de Montgomery, où elle travaillait. L'adresse donnée aux enquêteurs était une propriété en location et à l'époque, 2 hommes y vivaient, Ramon Ryans et Nathaniel Jackson. Les 2 hommes blasaient des trafiquants de drogue connus de New York et le 15 avril 2004, la police a fait une descente dans la propriété. Bien qu'une abondance de matériel lié à la drogue ait été découverte dans la maison, il n'y avait aucune trace de Brianna. Aucune preuve retrouvée n'indiquait qu'elle avait été à l'intérieur du bâtiment. Les autorités ont rapidement appris que la jeune fille de 17 ans connaissait les 2 hommes après que des amis ont affirmé qu'elle avait expérimenté des drogues dures quelque temps avant sa disparition. Plus tard, cette année-là, la police a reçu une déclaration d'une femme qui a impliqué à la fois Ryans et Jackson dans la disparition de Brianna. La femme a écrit avec des détails graphiques sur le meurtre présumé, qui aurait eu lieu environ 1 semaine après la dernière apparition de Brianna, et a déclaré que c'était le résultat d'une dispute que l'adolescente avait eue avec Ryans parce qu'elle lui avait prêté de l'argent pour acheter de la cocaïne. La femme a ajouté que le corps de Brianna avait été entreposé dans le sous-sol d'une maison appartenant à une femme récemment incarcérée et qu'il avait été démembré puis jeté dans une ferme porcine. Cependant, malgré le témoignage signé et détaillé, les autorités n'ont jamais pu corroborer ces affirmations. Pendant ce temps, la famille de Brianna a déclaré avoir reçu plusieurs appels anonymes affirmant que leur fille avait été attachée à un arbre dans les bois et que son corps avait été jeté dans un lac. Durant les 10 années suivantes, l'affaire a stagné. En 2006, une femme ressemblant à Brianna a été vue sur des images de vidéosurveillance dans un casino d'Atlantic City, New Jersey. L'identité de la femme n'a jamais été établie. 6 ans plus tard, les forces de l'ordre ont émis l'hypothèse que sa disparition était liée au tristement célèbre tueur en série Israel Keyes, mais cette hypothèse a ensuite été écartée. La percée la plus notable dans l'affaire est survenue en 2022, lorsque les enquêteurs ont annoncé que l'acide désoxyribonucléique, prélevé sur un objet près de la voiture de Brianna en 2016, avait enfin été associé à un individu. Les détectives sont restés discrets, déclarant que la personne non identifiée avait été très coopérative et que le fait de l'avoir identifiée ne faisait pas automatiquement d'elle un suspect. La correspondance provient de tests généalogiques. Il n'y a pas eu de mise à jour majeure depuis. Brianna Maitland, âgée de 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 19 mars 2004, lorsqu'elle a quitté le parking du Black Lantern Inn où elle travaillait à Montgomery dans le Vermont.
Sa Oldsmobile 88 verte de 1985 a été retrouvée le lendemain sur le bord d'une propriété abandonnée à environ 1 mile du restaurant. Brianna est portée disparue. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Elle mesure 1,63 m et pesait environ 48 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Brianna a également une cicatrice sur le front près de son sourcil gauche et un piercing à la narine gauche. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez appeler la ligne d'information de la police d'État du Vermont au 1-8-144-8-148-8-1477. Une récompense de 40 000 $ est offerte à toute personne pouvant aider les enquêteurs à retrouver Brianna ou ses restes. Julie Passet, le matin du lundi 26 septembre 1994, Julie Passet, âgée de 38 ans, a quitté la maison qu'elle partageait avec son mari Andrew et leurs 2 enfants à Grantham en Angleterre et est partie travailler à la crèche Saint-Peter. Elle est rentrée chez elle vers 14h45, mais est repartie une demi-heure plus tard pour aller faire des courses. Plusieurs témoins ont vu Julie dans son Audi descendant Highcliffe Road, non loin de chez elle, à peu près à cette heure-là. Bizarrement, alors qu'elle conduisait, un homme en bleu de travail a été vu marchant sur cette même route et sortant du trottoir pour aller sur la chaussée, ce qui a failli provoquer un accident avec la mère de 2 enfants. Une fois que son véhicule a été passé, l'homme s'est retourné et a couru vers la voiture. C'était la dernière fois que Julie a été vue vivante. Horriblement, c'est la fille de 14 ans de Julie, Hélène, qui a découvert le corps de sa mère. Elle est rentrée de l'école vers 16h15 et a trouvé sa mère morte sur le sol de la salle de bain à l'étage. Une autopsie ultérieure révélera que Julie avait été agressée sexuellement et étranglée à mort, les autorités déterminant qu'un cordon avait été utilisé pour la tuer et que la mort était survenue très peu de temps avant que son corps ne soit découvert. Malgré que ses vêtements soient restés sur elle, certains avaient été déplacés. L'intérieur de la maison semblait normal, à l'exception d'une montre achetée lors d'un voyage en France qui manquait. Elle n'a jamais été retrouvée. Et certains pensent qu'elle a été prise comme trophée, car il s'agissait d'un accessoire bon marché, bien que certains policiers pensent qu'elle a peut-être été offerte en cadeau. Alors que les enquêteurs commençaient à se pencher sur la vie de Julie, ils ont découvert plusieurs incidents suspects, qu'ils pensaient être liés à son meurtre. Le 23 septembre, seulement 3 jours avant sa mort, une écolière qui se rendait chez les Passet, où elle attendait que sa mère vienne la chercher, a vu un homme étrange s'approcher de l'allée de la famille. Alors qu'elle s'approchait de la maison et de la porte, l'homme est ressorti et l'a croisée. Elle l'a décrit comme portant des bottes de travail marron et une salopette bleue, étant un peu rond et paraissant avoir environ 35 ans. Elle a ajouté que son visage était tout rose, indiquant qu'il avait le teint rougeâtre. En entrant chez les Passet, Julie a demandé à leur fille si elle avait vu l'homme. Elle a dit à la fille qu'elle avait entendu frapper à la porte et qu'elle pensait que c'était elle, mais à la place, c'était l'homme qui demandait son chemin pour aller à la rue Esdale. Plus tard, cette petite fille a aidé à réaliser un portrait robot glaçant et détaillé du suspect qui a été diffusé auprès du public. Un autre incident étrange, peut-être lié à l'affaire, est que la voiture de la famille Passet était une Audi 80, mais plusieurs témoins pensaient avoir vu Julie conduire une BMW série 5 peu de temps avant sa mort. Vers 14h50, le 26 septembre, le jour du crime, une connaissance a vu le véhicule entrer dans l'allée des Passet où l'Audi était déjà garée. Personne dans la famille ne savait comment Julie aurait pu avoir accès à une BMW et personne dans la famille n'en possédait une qu'elle aurait pu emprunter. Cependant, les enquêteurs croient ces témoignages car beaucoup des témoins connaissaient assez bien Julie et savaient que les Passet ne possédaient que l'Audi. Les autorités ont trouvé l'affaire de Julie complètement déroutante. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ni aucune preuve de lutte, les enquêteurs ayant noté que ses ongles manucurés étaient en parfait état et intacts, et bien que le mobile ait été déterminé comme étant sexuel, la raison exacte pour laquelle la mère de 2 enfants a été prise pour cible reste encore inconnue. Notamment, le jour de sa mort, une BMW correspondant à la description précédemment donnée par des témoins a été aperçue en train de s'éloigner rapidement de la maison à 15h10, à peu près au moment où Julie a croisé l'homme en bleu de travail alors qu'elle conduisait l'Audi sur Highcliffe Road.
Plusieurs personnes ont aperçu l'homme en bleu de travail entre le 22 et le 27 septembre, un peu partout à Grantham, y compris dans les quartiers où vivait la famille Passey. Ces témoins ont déclaré aux enquêteurs qu'il demandait toujours son chemin vers différents endroits, mais qu'il n'avait jamais besoin qu'on lui répète les indications. Le matin suivant la mort de Julie, vers 9 h, il a été aperçu en train de donner des coups de pied dans l'herbe dans le quartier, comme s'il cherchait quelque chose, puis il est entré plus tard dans un magasin du centre-ville où le personnel l'a décrit comme ayant un comportement totalement suspect. Il portait toujours sa salopette bleue et il est souvent appelé dans les médias et par les témoins « l'homme à la salopette ». Dans les semaines qui ont suivi le meurtre, la police a parlé avec des témoins, interrogé des voisins et des amis et arrêté des passants pour leur demander s'ils avaient des informations à partager, tandis que le portrait robot de l'homme à la salopette a été distribué à chaque résident du quartier où vivaient les Passey. Ses parents ont suggéré que l'auteur connaissait leur fille, en notant qu'elle ayant été attaquée chez elle le seul jour où elle ne faisait pas de babysitting et juste avant que ses enfants ne rentrent de l'école. 3 ans plus tard, en 1997, un des enquêteurs sur l'affaire a déclaré que le crime était prémédité. L'affaire de Julie est restée inactive pendant des années. En 2015, cependant, un deuxième appel a été lancé dans l'émission Crime Watch de la British Broadcasting Corporation, où il a été révélé qu'un profil acide désoxyribonucléique du meurtrier avait été extrait des preuves, bien qu'il ne corresponde à personne dans la base de données nationale d'acide désoxyribonucléique du Royaume-Uni. La police a demandé à l'homme de Overall de se manifester afin qu'il puisse être écarté de l'enquête, bien qu'il ne l'ait jamais fait. Peu de temps après la diffusion de l'émission, l'acteur qui jouait l'homme de Overall dans la reconstitution des événements pour Crime Watch a été signalé à la police parce qu'il ressemblait tellement au portrait robot original des années 1990. La police, ignorant que l'homme était l'acteur de l'émission, a prélevé son acide désoxyribonucléique qui ne correspondait pas à celui de la scène de crime. Steve Watson, l'acteur, a déclaré qu'il avait été accusé à plusieurs reprises au fil des années par des personnes l'abordant dans la rue et qu'il avait même été arrêté une fois par la police lorsqu'il s'était présenté pour filmer la reconstitution. Il a déclaré « Mon visage est resté trop longtemps à l'écran et même alors, des gens dans la rue disaient « Oh, c'est le meurtrier ?» Entendre ces mots, on se dit « S'il vous plaît, ce n'est qu'une reconstitution, vous comprenez bien. » Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'affaire de Julie est toujours non résolue. Si vous avez des informations concernant son meurtre, vous pouvez contacter Crime Stoppers anonymement au 0800 555 111. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.